Hello, comment ça va today? Vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas posté dimanche dernier. Mon stage ne s'est pas super bien passé et j'ai ressenti le besoin de prendre un peu de recul et de faire une pause, mais je suis trop contente de vous retrouver pour un tout nouvel épisode. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour blablater puisqu'on part sur une FAQ. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et honnêtement, il y avait vraiment de tout. Des questions sur les études de médecine, l'organisation, le stress, la motivation, mais aussi des questions plus personnelles et d'autres autour de la santé. Je me suis dit que ce serait sympa d'en faire un épisode un peu chill où je prends le temps de répondre tranquillement comme si on discutait tous ensemble. Je vais essayer de faire des réponses les plus complètes possibles, mais gardez en tête que je partage surtout mon expérience, donc ça reste mon point de vue, mon vécu. Le but, comme toujours, c'est que ça puisse vous aider, vous rassurer, ou peut-être tout simplement vous faire passer un bon moment. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, un plaid, ou alors allongez-vous dans de l'herbe fraîche, et on est parti. Alors, on commence par la première question qui est comment se passent les vacances en médecine? Bah écoutez, en fait, par exemple, quand tu es en L2, en L3, en tout cas dans ma fac à Caen, les vacances, c'est de mi-mai à septembre. Donc en gros, t'as 3 mois et demi de vacances où tu fais ta life, tu fais ce que tu veux. Enfin bref, les vacances, en tout cas à la faculté, c'était en dehors des périodes de cours. Et je crois que t'avais en plus une semaine de vacances en novembre et une semaine de vacances en février. Donc vraiment comme les vacances scolaires, sauf que au lieu d'en avoir deux, t'en as une. Ainsi que 2 semaines de vacances en décembre parce que nous, nos partiels étaient du coup début décembre, donc vers la quinzaine de décembre. Et après du coup, le semestre recommençait à peu près au 1er janvier. Donc t'avais 15 jours en décembre. Donc en gros, t'as une semaine en novembre, 2 semaines en décembre, une semaine en février et t'as à peu près 3 mois et demi pour les grandes vacances. Après, c'est pas pareil pour toutes les facs. Moi, je sais qu'en tout cas, en L2, L3, c'était comme ça. En LAS, ça devait être la même chose, mais je faisais moins attention aux vacances étant donné que j'étais en mode vas-y, faut que je travaille. Mais ça doit être la même chose en LAS. En externat, par contre, c'est totalement différent. En externat, tu n'as pas de vacances. C'est toi qui dois les prendre. Vraiment, c'est toi qui dois poser tes vacances. Il n'y a pas du tout de vacances, en tout cas proposées, en tout cas dans ma fac. C'est-à-dire que la 4e année, il n'y a pas de vacances et la 5e année, il n'y a pas de vacances. Enfin, il n'y a pas de vacances. Il y a juste des périodes où techniquement tu n'as pas stage et tu as passé des partiels, notamment après Noël. Donc je crois qu'en 4e année, pareil, on a les partiels vers le 15 décembre. Donc là, il y a la période de Noël de 2 semaines où techniquement tu as des vacances. Mais en fait, vu que l'externat c'est quelque chose d'assez autonome et tu travailles un peu comme tu veux, je trouve que c'est compliqué d'avoir vraiment des moments de vacances. Après, moi, je ne révise pas avec la fac. C'est-à-dire que je vais pas au cours et tout ça. Donc, je me suis pas réellement imprégnée de la fac pour les vacances. En L2 ou en L3, hormis pendant les grandes vacances, sinon, je regardais pas vraiment quand j'étais en vacances ou pas. Juste, je travaillais mes ronéos un peu tout le temps. Et quand j'en avais marre, j'arrêtais et voilà. Donc, c'est pas comme un truc très scolaire. Par contre, si tu vas à la fac et tout ça, tu peux suivre les vacances de la fac si ça te chante, tu vois. Ça, c'est vraiment toi qui vois comment tu fais. Je sais que ma meilleure pote, elle suivait vraiment les vacances de la fac. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'aussi intuitif que par exemple quand t'es au lycée ou quand t'es en vacances, t'es en vacances, t'es chez toi. Là, c'est pas pareil parce que la fac, t'es pas obligé d'y aller. Donc, il y a vraiment une différence entre le lycée et la fac. Et moi, je sais que par exemple, là, en 4e année, on n'avait pas de vacances d'été. C'est-à-dire que nos vacances d'été, c'était des stages. Donc, on était en stage tout l'été en 4e année d'externat. Donc voilà, quand je dis qu'en 4e année et en 5e année, il n'y a pas de vacances, c'est parce que les stages d'été sont prenants en 4e année et en 5e année, tu as la révision des EDN. Donc t'as pas vraiment de vacances. En fait, en externat, les vacances, c'est toi qui les prends. Pareil, tu as le droit à, en tout cas dans ma fac, on a le droit à 2 semaines de congés non consécutives par stage. Donc par exemple, t'as un stage de 8 semaines, t'as le droit à 2 semaines de congés non consécutifs que tu peux poser quand tu veux, voilà. Bon, en réalité, le fait que ça soit non consécutif, tout le monde ne le respecte pas. Des fois, tu peux poser 2 semaines collées et ça marche. Mais voilà, techniquement, la règle, c'est ça. Donc pour l'externat, c'est vraiment toi qui les poses quand tu veux. C'est pas du tout. C'est vraiment comme si t'avais un taf et que tu choisissais comme quand tu posais tes vacances. C'est totalement différent du mode de fonctionnement du collège et du lycée. Autre question, comment tu as organisé ton été D2, D3? Donc je suis pas très. Je connais pas le nom de mon année, je sais pas en quelle année je suis. Enfin, genre, je sais que je suis en 5e année, mais je dis pas D2, D3. Donc je crois que D2 c'est 5e année et D3 c'est 6e année. Donc mon été de D2, D3, en fait, je l'ai organisé comme suit. Il y a l'EDN blanc
donc l'EDN, ça s'appelle EDN IDF, donc c'est fait par l'Île-de-France, du 15 au 17 juillet. Si jamais vous entendez du bruit, c'est parce que mon copain est en train de faire le ménage, donc vous l'avez peut-être en train de récurer, bref. Donc mon été, c'est que là, jusqu'au 15 au 17 juillet, je révise, j'essaie de réviser un maximum pour être à peu près prête, je mets vraiment des grands guillemets, mais pour avoir les bases, j'aurais peut-être pas toutes les bases, mais peu importe, du 15 au 17 juillet. Après, je mets une semaine voilà, de correction tranquille machin, ou pour revoir de la psychiatrie et tout. Et en gros, la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août, je pars en vacances. Donc la dernière semaine de juillet, je pars en vacances, et la première semaine d'août, en gros, c'est mes cousines qui viennent chez moi et on va faire des vacances tous ensemble, bref, peu importe. J'ai 2 semaines de calé et en fait après je vais me prendre des petits week-ends. Je pense qu'après les EDN IDF, je vais me prendre des petits week-ends de vacances, mais je sais pas pourquoi je parle des vacances, peu importe. C'est pas ça la question. Mais en gros voilà, donc déjà, t'as l'EDN IDF du 15 au 17 juillet. Donc jusque là, j'essaie de revoir toutes les matières, donc jusqu'au 15 juillet en gros. Et après du 17 juillet au 1er ou 2 septembre, parce que tu as un deuxième EDN blanc le 2 septembre, là j'essaie de revoir justement ce qui a pêché au niveau du premier EDN blanc, les matières que je maîtrise pas, les trucs que je maîtrise pas, et j'essaie de faire un maximum d'entraînement. Même si là j'en fais déjà pas mal, mais ça j'en parle dans un autre podcast, comment je me suis organisée pour l'externat, enfin pour les révisions des EDN. J'en parle dans mon dernier podcast, je crois, c'est ma méthode pour les EDN. Et donc voilà, mon été, en gros, je l'ai scindé vraiment en 3 parties, c'est-à-dire que jusqu'au 15 juillet, je révise les matières dans leur globalité, toutes les matières confondues, tous les cours confondus. Du 17 au 1er septembre, je révise, enfin du 17 juillet au 1er septembre, je révise les trucs dont j'ai le plus de mal à réviser et j'essaie de faire un max d'entraînement pour corriger justement ce que j'ai pas réussi aux premiers EDN blancs. Puis à la fin, donc de septembre aux EDN officiels, ce que je vais faire, c'est je vais faire des entraînements, je vais revoir mes erreurs, machin. Globalement, c'est comme ça. Alors, question suivante, la première année, comment tu l'as vécue? Eh ben écoute, en vrai, je crois que je l'ai plutôt bien vécu, mais j'ai assez peu de souvenirs de cette année. J'étais vraiment dans mon truc. En fait, je dis que je l'ai plutôt bien vécu, mais je crois pas que ce soit la réalité parce que je me souviens que c'était assez mitigé. Alors j'ai peu de souvenirs, avec le temps les souvenirs s'effacent. Mais l'année dernière, il me semble que j'ai fait un podcast sur Je vous raconte ma première année de médecine, dans lequel je m'étais replongée dans mes memories de Snap pour vraiment vous ressortir un peu vraiment ce qui s'était passé. Et je vous conseille d'aller l'écouter parce que ça va peut-être être plus transparent entre guillemets, plus honnête que maintenant, parce que maintenant j'ai vraiment peu de souvenirs. Je sais que ça s'était mal passé fin novembre, début décembre, où là j'arrivais plus du tout à travailler et que le semestre 2 c'était plutôt mieux passé que le semestre 1, que le semestre 1 j'avais plus de difficultés et que le semestre 2 c'était plus fluide et que je commençais à me remettre dans le truc. Mais globalement ça m'a pas traumatisée, je crois pas que j'ai été traumatisée de ma première année. J'étais en mode vu que tout le monde m'avait dit tu vas voir, tu vas devoir travailler machin, j'avais le cerveau qui était programmé pour ça et donc vu que c'était la première année que je faisais ça s'est plutôt bien passé entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, mais c'est plus maintenant avec le temps où là en fait ça devient redondant et ça devient fatigant et ça me saoule et c'est chiant quoi. Mais ma première année je sais que c'est difficile et je sais que j'ai galéré quand même, j'ai bossé, j'ai pleuré, je faisais des insomnies tout ça, mais en tout cas si je dois y repenser, je n'y repense pas d'un côté négatif. Après je sais pas si vous connaissez, mais je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà connu des relations toxiques. Au fur et à mesure du temps, quand tu oublies la relation toxique, tu te souviens que des bons moments. Donc ça se trouve ça fait pareil avec mon cerveau et pour la première année je me souviens que de bons moments alors qu'en réalité c'était une catastrophe. Donc voilà, je te conseille d'aller écouter le podcast qui parle de ma première année. C'est dans les tout débuts de mes podcasts. Alors, autre question super intéressante. Choisirais-tu dentaire à la place de médecine si tu revenais en première année? La réponse est non. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question et vraiment pas du tout. Je déteste les quenottes. Tout ce qui est dents, tout ce qui est hygiène bucco-dentaire, tout ce qui est haleine, tout ce qui est dents pourries, tout ce qui est caries, ça me répugne, j'aime pas du tout. Donc vraiment, je ne choisirai jamais dentaire parce que je ne serai pas épanouie dans mon travail. Certes, je gagnerai plus d'argent, mais je serai absolument pas épanouie. Enfin, c'est pas du tout un métier qui m'attire. Donc non, je ne choisirai pas dentaire. Ok, autre question. Super intéressante comme question. Qu'est-ce que la médecine t'a apporté sur le plan personnel, émotionnel et socialement? Sur le plan personnel, je pense qu'elle m'a apprise à m'affirmer, à savoir un petit peu plus ce que j'aime dans la vie, mes valeurs, ce que j'ai envie de transmettre et ce que j'ai envie de changer de ma personne. Ça m'a appris aussi à gérer mes émotions parce que j'étais quelqu'un qui ne ressentait pas spécialement énormément d'émotions quand j'étais jeune. Je les mettais beaucoup, je les refoulais beaucoup et ça m'a appris en fait à les gérer parce que j'ai dû faire face à quelques crises d'angoisse, j'ai dû faire face à des crises de pleurs, j'ai dû faire face à de la tristesse, j'ai dû faire face à l'échec et aussi à des émotions positives, à la réussite, au fait que je réussisse à avoir mes partiels et que je ne sache pas gérer parce que ça peut paraître étonnant, mais une fois que j'ai réussi mes partiels, en vrai j'étais en mode ça me paraissait tellement
bizarre de réussir en médecine que je n'ai pas su gérer une émotion positive. Donc en vrai, ça m'a appris à gérer mes émotions et à être plus stable. Je pense que je suis quelqu'un de plus stable et que je sais un petit peu plus ce que je veux et vers où je veux aller. Donc bien sûr, je sais pas tout et je ne serai jamais tout. Mais je suis en mode, voilà, je pense que je suis plus stable en termes d'émotions. Par contre, sur le plan social, ça m'a apporté quelques amitiés, mais pas plus que ça. Je suis pas une personne qui ait énormément de contact social avec plein de gens. Genre, je n'ai pas un grand groupe d'amis. J'ai quelques amis, mais pas un grand groupe d'amis. Et moi, ça me convient parce qu'en fait, je ne sais pas gérer un grand groupe d'amis. Dès qu'il y a trop de personnes, en fait, j'ai envie de donner autant d'importance à chaque personne. Et donc, du coup, je me perds et je n'interagis plus. Enfin bref, je ne suis pas faite pour avoir un grand groupe d'amis. Et donc, du coup, socialement parlant, ça n'a pas changé grand chose par rapport à la personne que j'étais au lycée. Mais par contre, ça m'a fait quand même rencontrer des gens super. Enfin, vraiment, j'adore. Mais voilà, genre, socialement parlant, ça n'a pas changé ma life. Mais en même temps, je n'ai pas envie de la changer. Je n'ai pas envie de sortir plus ou de faire plus de choses que ce que je fais déjà en fait. Je sors une fois par semaine, ça me va. Je vois mes potes, je vais à la BE, je vais boire un petit café, machin. En fait, ça me va. J'ai pas besoin de plus. Genre, je suis satisfaite de ma vie sociale. Donc, voilà. Autre question. Comment tu trouves l'argent pour le chien? Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, moi, je suis en couple depuis maintenant 4 ans et demi. D'ailleurs, je vous ai promis un podcast avec ce fameux personnage. Ce podcast arrive, mais le problème, c'est que faut convaincre la personne. Je ne parle pas trop fort parce qu'il pourrait m'entendre. Mais voilà. Donc, ça va venir un jour, ne vous inquiétez pas. Bref, comment je trouve l'argent pour le chien? En fait, mon copain travaille. Quand on a adopté le chien, il avait fini son BTS parce que du coup, c'est un mécanicien. Il avait fini son BTS et donc du coup, il a été embauché et il travaille. Donc lui, il a un salaire et moi, j'ai le salaire en fait de l'externat. Mais avant, quand la première année que j'ai adopté le chien, je n'avais pas le salaire de l'externat, mais je travaillais à côté avec la DMR et avec du babysitting, comme je vous le racontais dans le dernier podcast où je vous racontais ma L3. Et donc du coup, je me faisais de l'argent comme ça et je payais comme ça. Mais en gros, pour le chien, c'est simple, on fait du 50-50, autant lui que moi paye. Donc c'est sûr que si j'étais toute seule, ça serait plus conséquent en termes de tarifs. Mais de toute façon, j'ai fait un podcast, putain, j'ai l'impression de faire pub à chaque fois que je raconte quelque chose. Mais j'ai fait un podcast qui raconte comment je gère le chien, comment je le paye, machin. Le nom du podcast, c'est J'ai adopté un chien et je ne suis pas consciente ou je sais plus, un truc comme ça. Pareil, c'est dans les premiers podcasts. Et en gros, le budget du chien, après, c'est pas énorme par mois. En tout cas pour moi, parce que pour l'instant, il a pas de maladie chronique, il y a pas de... Voilà, on n'a pas besoin de l'emmener chez le véto tous les 4 matins, donc voilà. Mais en tout cas, on le paye à 2. Et donc, je pense que forcément, ça facilite tout ce qui est dépenses et tout ça. Mais voilà. Et puis aussi, on lui crée une épargne. Parce que vraiment, Yo-Yo prévoyante, le chien a une épargne. Parce que comme ça, si on a un gros coup chez le véto, c'est pas des grosses sommes qu'on lui met sur son épargne, mais on lui met un petit peu tous les mois. Comme ça, on se dit, si jamais il y a une grosse dépense pour lui, on aura quand même de quoi faire. Donc voilà comment on gère un petit peu le chien. Autre question. Tes matières préférées et celles que tu aimes le moins? Alors ça, c'est une question que j'aime bien. Je sais pas pourquoi, genre je suis en mode, j'aime bien. Alors les matières que j'aime bien, la psychiatrie, la gériatrie, la cardiologie, la pneumologie. Qu'est-ce que j'aime bien? Alors attendez, je prends mes cahiers, comme ça je vais vous dire. Il y a tous les trucs de référencés, donc comme ça c'est plus simple. Alors gynécologie obstétrique, j'aime bien. Urologie, ça me dérange pas, pareil, ça va. Néphrologie, j'aime pas. Médecine interne, j'aime pas. Dermatologie, j'aime bien, ça va, ça me dérange pas plus que ça. Neurologie, j'aime pas. Gériatrie, j'aime bien. Pédiatrie, j'aime bien dans la vie réelle, mais par contre à apprendre, ça me fait trop chier. Psychiatrie, j'adore forcément, je vais devenir psychiatre. Santé publique, ça me dérange pas. Enfin, c'est un truc un peu, c'est de la lecture, quoi. Je suis en mode ok. Après, nous avons la cardiologie. Donc la cardiologie, franchement, j'aime bien. La pneumologie, pareil, j'aime bien. L'ophtalmo, j'aime pas. L'ophtalmo, j'aime pas du tout. Enfer sur terre. L'ORL, j'aime pas trop. Ça va, mais j'aime pas trop. Rhumatologie, orthopédie, ça va, mais voilà. Endocrinologie, diabétologie, nutrition. La nutrition, oui. Le reste, non. J'aime pas plus que ça. Hépatogastroentérologie, bof, en vrai. Hématologie, ça va. Enfin, je suis pas fan, mais ça va. Genre, ça me dérange pas. Je suis un peu bizarre, je crois. Maladie infectieuse, no way. Et soins palliatifs, j'aime bien. Donc voilà. En règle générale, il y a, on va dire, 5 matières que j'aime vraiment pas du tout. Mais sinon, on va dire que globalement, je suis un peu intéressée par tout, mais ça me palpite pas plus que ça. Donc voilà, c'est mitigé quoi. On continue. Que fais-tu quand tu déprimes? Ah, c'est une bonne question. Je déprime. Quand vraiment ça va pas, quand je suis au bout du rules et que vraiment je suis en mode mais non, mais là ça va pas, je me dis d'accord, ça va pas. Et donc je ne fais rien. Je reste tranquille dans mon petit coin. Et en fait, je crois que avant, quand je déprimais, je ne voulais pas justement, entre guillemets, déprimer. J'étais en mode mais non, on est positif, ça va le faire, machin. Et en fait, je crois que être positif, c'est génial.
Franchement, j'adore. Je suis quelqu'un de positif et c'est super cool. Mais je crois que des fois, ça fait du bien d'être juste, comment dire, d'être dans l'émotion que tu ressens. Quand t'es positif et des fois t'es un petit peu négative, tu te dis bon bah vas-y, là je change ma pensée, je deviens positive et ça passe. Mais vraiment quand t'as vraiment une phase de déprime et que ça va pas, bah, je crois qu'il faut être dans l'émotion et juste te dire bah ça va pas. Et il y a des après où je me dis bah en fait là ça va pas. Et juste bah je suis en mode bon bah c'est pas grave, regarde une série, regarde la télé et ça ira mieux demain. Et dans 95% des cas, j'ai raison, ça va mieux le lendemain. Et le lendemain ça va mieux, je me remets à travailler tranquille, je prends un petit déj tranquille, enfin voilà, je me mets moins la pression et ça repart. Donc je suis en mode en vrai, bah parfois j'ai des besoins de pause plus longues, hein, voilà, faut pas non plus exagérer. Mais quand j'ai voilà une phase de déprime et que je suis triste ou que ça va pas, je suis en mode bah en fait, ok, ça va pas. Bah, ça va pas, alors ça sert à rien de travailler, entre guillemets, pour moi, je me dis que ça sert à rien de travailler quand ça va pas parce qu'il y a aucune productivité. Donc je suis en mode si ça va pas. Et juste, va te mettre dans le canapé, repose-toi, regarde une série, va te balader, fais un truc qui te fait plaisir, que t'as envie de faire. Et juste dis-toi, bah ça va pas, aujourd'hui ça va pas. Et voilà, et demain ça ira mieux. Je sais pas, je suis en mode allez hop, comme ça permet de vivre l'émotion et après, bah, une fois que l'émotion elle est passée et ça switch. Alors que si je reste dans ma déprime, en fait, la déprime elle est toujours là le lendemain, puis le surlendemain, puis en fait elle reste avec moi parce que je la vis pas. Vous voyez ce que je veux dire? Autre question, ta méthode de travail, / organisation, / erreur de ta première P2. Ah, c'est une bonne question ça aussi. Alors, je n'avais pas de méthode de travail. Donc ça, c'est une erreur. Une erreur que j'avais en P2, c'est que je n'arrivais pas à trouver ma méthode de travail et je ne me comprenais pas, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas comment je travaillais. Donc, une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir ma méthode de travail. Une autre erreur que j'ai faite, c'est de ne pas être organisée. En fait, je lisais, mon organisation, c'était je fais une première lecture, un max. Si je peux faire une deuxième lecture, tant mieux. Et j'essaie de relire tous mes Renéo 15 jours avant les partiels et après je vais au partiel en faisant quelques QCM et les fiches cascades, mais en réalité, je révisais pas réellement parce que j'étais dans mon lit et je regardais des films parce que j'avais zéro envie et tout ça. Bref. Donc en fait, je pense que mon erreur en L2, c'est déjà de ne pas avoir eu de méthode, de ne pas avoir eu d'organisation et justement de trucs concrets qui auraient fait que bah, j'aurais avancé. Et c'est aussi d'avoir été énormément dehors, d'avoir voulu m'intégrer coûte que coûte, quitte à oublier la personne que j'étais. Et donc du coup, ça avait des répercussions sur mon travail. Je travaillais moins bien, ainsi de suite. Donc en fait, je pense que mon erreur, c'est de ne pas avoir su mettre de cadre justement à cette L2 et poser des limites et dire bah là, non, tu ne peux pas sortir parce que demain matin, tu dois travailler. Là, oui, tu peux sortir. Là, machin. Là, tu dois faire ça. Là, tu dois faire des QCM. Là, tu dois revoir les Renéo. Là, tu dois faire la méthode DJ, enfin je sais pas, un truc qui correspond à la personne, à votre façon de faire. Mais je pense que c'est ça mon erreur. Ma plus grosse erreur, et c'est ça, c'est d'avoir mis zéro cadre. Parce que même quand on est en L2 et qu'on a envie de profiter tout ça, je pense que c'est important d'avoir un mini cadre, d'avoir un mini objectif et de se mettre des limites pour savoir en fait où on va et pouvoir avancer finalement. Autre question, enfin c'est pas vraiment une question, c'est plus un conseil, c'est petit conseil pour une rupture en pleine révision EDN. Bah déjà, je suis désolée pour toi, je ne sais pas comment s'est passée cette rupture. Je pense que je te dirais de d'abord ne pas chercher à faire comme si de rien n'était. Parce que je pense qu'une rupture, ça mobilise énormément d'attention mentale entre tes ruminations, tes scénarios, le manque que tu peux ressentir envers la personne, la colère suivant le type de rupture, comment s'est passée la rupture. Je pense que si tu t'acharnes à réviser comme avant, tu risques surtout de t'épuiser et de culpabiliser. Et en fait, je pense qu'il faudrait que tu réussisses à accepter que ton efficacité, elle soit temporairement diminuée. On sait pas le temps exact, on sait pas combien de temps ça va être diminué, mais ça va être diminué et c'est comme ça. Et juste accepter ce point-là et se dire, bah écoute, je fais avec. Ensuite, je pense que peut-être que tu devrais essayer de structurer un minimum, encore une fois, te mettre un cadre pour ne pas totalement décrocher. Donc garder des petits blocs de travail assez courts, avec des pauses obligatoires où tu peux écrire par exemple tes pensées sur des carnets, où tu peux t'énerver, où tu peux aller faire du sport. Peut-être que tu devrais prioriser certains items à fort rendement, c'est-à-dire des items importants pour les EDN, les gros items, et moins te pencher sur les petits items, vraiment prioriser tes révisions et réduire en fait tes objectifs journaliers parce qu'en fait tu n'es pas en totale capacité de faire comme quelqu'un qui va bien entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que le gros piège c'est de t'isoler et d'être dans ta spirale mentale de négativité. Donc n'hésite pas à parler à quelqu'un, un ami, un co-externe, de la famille, même si c'est pas grand chose, peut-être que tu peux essayer de parler un petit peu. Et si tu peux éviter de stalker la personne, de la recontacter en boucle
boucles par exemple, si c'est ton cas, parce que je sais que c'est le cas de certaines personnes, parce que ça entretient la blessure que tu as. Et si tu as besoin, écris ce que tu ressens pour vider, voilà, sur un calepin, sur un ordinateur. Écris vraiment tout ce qui te passe là par la tête pour vider ce que tu ressens. Va voir un psychologue ou une psychologue si tu en ressens le besoin, enfin voilà. Et je pense que 3 points que tu devrais essayer de garder, c'est essayer de dormir, même si je sais que c'est pas forcément évident. De garder une petite activité physique, que ce soit de la marche, n'importe quoi, du vélo, enfin un truc qui t'aère l'esprit, même 20 minutes, peu importe. Et autorise-toi vraiment des moments de off, plus que d'habitude, des moments où tu peux te ressourcer, où tu peux prendre soin de toi, où tu peux, je sais pas moi, faire ce qui te fait plaisir. Peut-être que t'as besoin de t'habiller, de te faire jolie, peut-être pas, ça dépend des personnes, mais je pense qu'il faut que tu fasses des choses qui te font du bien, vraiment du self-care à fond, et que tu te fasses un petit emploi du temps, mais assez chill, tu vois, que tu te mettes pas trop la pression là-dessus et que tu priorises tes révisions. Et un point important à noter quand même, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'aller parfaitement bien pour réussir à avancer. Tu peux être triste et continuer à essayer de travailler de façon imparfaite, hein, je sais pas, je dis pas le contraire, mais c'est déjà ça de prix et c'est cool, et t'arrives quand même malgré ta blessure, malgré le fait que t'ailles pas bien à travailler, et c'est super cool. Et si t'as besoin de pause, tu fais des pauses, enfin tu vois, genre essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, même si je sais bien sûr que c'est compliqué. Il me reste 2 petites questions. Comment ton entourage prend le fait que tu sois végétarienne? Alors, ça peut paraître une question banale entre guillemets, genre il y a pas de réponse à avoir cette question parce que normalement tout le monde est censé accepter tout le monde comme est la personne, mais c'est vrai qu'on me pose énormément de questions du genre: mais pourquoi t'es végétarienne? Mais c'est quoi les raisons? Mais pourquoi tu manges des substituts parfois? Mais c'est pas bien de manger des substituts, mais machin, mais bidule, mais tu devrais faire comme ci, mais tu devrais faire comme ça, mais tu fais pas assez ci, mais tu fais pas assez ça. En fait, on s'attribue mon végétarisme. Ça veut rien dire, mais voilà. Genre, ça m'énerve. Qu'on me pose la question une fois, pourquoi t'es végétarienne? Voilà, on est dans la conversation, machin, c'est intéressant, c'est pertinent au moment. Ça me pose, mais alors, aucun souci. Qu'on me le pose à chaque fois que je vois la personne, ça me fatigue. Là, ça me fatigue. Je suis en mode, en fait, il y a un moment donné, ton assiette, c'est ton assiette, mon assiette, c'est mon assiette, t'occupes pas de mon assiette, je m'occupe pas de ton assiette, et voilà. Enfin, c'est bon. On va pas non plus commencer à tourner autour du pot, tu vas arrêter de voilà, vous voyez ce que je veux dire? Avec cette histoire, chacun fait ce qu'il veut. Tu veux manger de la viande, tu manges de la viande, tu veux pas manger de la viande, tu manges pas de la viande. Désolé, on dirait que je t'agresse toi, mais pas du tout. C'est juste que je me refais une conversation avec quelqu'un et j'étais en mode putain, je n'en peux plus. Donc, en soi, ils l'ont pas mal pris, hein. Même si moi, ma famille, c'est des paysans. Enfin, quand je dis des paysans, c'est vraiment le cas, hein. Mes grands-parents étaient agriculteurs, tout ça. Donc vraiment, la viande chez eux, c'est quelque chose d'assez... Voilà, on mange de la viande, on est des viandards depuis toute petite. Moi, j'ai toujours mangé de la viande. Mais en fait, j'ai jamais aimé ça plus que ça. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai un podcast si ça vous intéresse sur ma transition vers le végétarisme. Mais voilà, donc en fait, je suis en mode, si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, je m'en carre l'oignon. Enfin voilà, j'essaie de prendre la distance parce qu'il y a des gens qui s'en foutent et qui me posent même pas la question. Et il y en a d'autres, à chaque fois, c'est mais pourquoi, mais machin, mais pourquoi tu fais ça, mais tu vas être en carence, blablabla. Oui, d'accord Michel, y a pas de souci, laisse-moi tranquille. Je te laisse avec tes risques cardiovasculaires type cigarette, type alcool, type gras, type cholestérol. Voilà, je te laisse avec tout ça. Laisse-moi avec mon végétarisme, d'accord? Et on verra à la fin qui a le moins de facteurs de risque. Je rigole. Je réponds pas ça, mais en vrai, voilà. Hein. Je suis pas loin, des fois ça me saoule. Et dernière question, c'est est-ce que tu as trouvé une solution pour ton ventre? Parce que comme vous savez, j'ai le syndrome de l'intestin irritable et en ce moment, je ne peux pas manger le matin, sinon j'ai mal au ventre. Bref, voilà, c'est vraiment fun. Petit syndrome depuis que j'ai 15 ans finalement, et c'est comme ça. Est-ce que j'ai trouvé des solutions? Non. Je n'arrive pas à le réguler, mais il y a des périodes d'accalmie, et actuellement, on est dans une période d'accalmie où ça va mieux, où j'ai moins mal, où je peux manger de temps en temps le matin. Cette période, elle peut durer 1 semaine, elle peut durer 2 semaines, elle peut durer 3 jours, elle peut durer 3 mois, elle peut durer 1 an. Je ne sais pas quand les douleurs vont revenir, mais je pense que ça va revenir d'ici peu. En plus, c'est très lié avec le stress, donc là, avec les EDN et tout ça, voilà. Mais non, je n'ai pas trouvé de solution, j'essaye juste de gérer comme je peux, mais c'est vraiment pas évident. Voilà pour cette FAQ. Merci vraiment pour toutes vos questions. J'adore faire ce type d'épisode, c'est beaucoup plus spontané, on va dire, et ça me donne l'impression de discuter directement avec vous. J'espère que mes réponses auront été complètes et qu'elles vous auront peut-être aidé ou aiguillé, je ne sais pas. Ou peut-être juste rassuré, parce que peut-être que ça peut rassurer certaines personnes. Bref, je sais que certaines périodes peuvent être vraiment compliqué, surtout avec les études ou le stress qui va avec. Donc, si cet épisode a pu vous faire du bien, même un petit peu, c'est déjà énorme pour moi. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions pour une prochaine FAQ. J'aime vraiment trop ce format pour ne pas en refaire. Et comme toujours, prenez soin de vous
écoutez-vous, allez à votre rythme. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!